Ouais, c'est bon, on peut commencer. Ok. Alors bonjour, je vais vous présenter le projet numéro 8 d'Open Classroom qui s'intitule Déployer un modèle dans le cloud. Alors cette présentation va être séparée en 6 parties. Tout d'abord, nous avons une introduction où nous allons présenter le contexte de la problématique. En deuxième partie, nous allons parler de la révolution MapReduce. En troisième partie, nous allons parler aussi de l'environnement Big Data avec AWS, qui sont IAM, S3, EMR. En quatrième partie, nous allons discuter de la chaîne de traitement des images. En cinquième partie, il y aura un petit temps sur la démonstration d'exécution de script PySpark sur le cloud. Et en dernière partie, il y aura une petite synthèse et conclusion. Donc, du coup, nous avons une startup qui s'appelle Fruit, qui a pour objectif de créer une application mobile qui permet de reconnaître le nom d'un fruit pris en photo. Et le travail a déjà été effectué par un alternant qui a un notebook qui possède des scripts d'architecture Big Data. Et mon boulot à moi était de tout simplement le continuer et le terminer. Les données sont les suivantes. Nous avons 22 688 images, tous de 100 pixels x 100 pixels. Et dans ces 22 000 images, nous avons 131 classes, donc 131 fruits différents. Voici quelques fruits, j'ai pris quelques exemples. Nous avons par exemple le pamplemousse blanc, l'ananas, l'orange. Tous les trois ont à peu près 160 images, donc on a assez d'images pour entraîner notre modèle. On voit que pour des images différentes, on a des angles différents du fruit. Du coup, ça va permettre au modèle de bien appréhender chaque classe. Nous allons parler de la révolution MapReduce. Alors, MapReduce, c'est quoi? C'est un algorithme qui a été créé par Google et qui a permis justement la parallélisation des calculs avec plusieurs machines. Ça marche comme ceci. J'ai pris un exemple assez simple qui est l'exemple du comptage de mots. L'objectif ici étant de compter le nombre de mots pour chaque mot. Par exemple, jour, combien de fois on va l'avoir, etc., etc. Donc, ce que nous faisons avec l'algorithme MapReduce, c'est que tout d'abord, nous faisons un split. Ça veut dire que nous découpons notre donnée en plusieurs parties pour après que chaque machine puisse utiliser chaque partie. L'algorithme map marche comme ceci. Nous avons une clé et nous lui donnons une valeur. La clé est le jour, la valeur sera 1. Pareil pour tous les autres mots. Nous faisons après ce qu'on appelle un shuffle and sort, c'est-à-dire qu'on va regrouper par chaque clé. Par exemple, notre, on voit qu'on l'a plusieurs fois, dans plusieurs splits. Du coup, on le regroupe et ça fait notre avec 5 1. Et enfin, le dernier algorithme reduce va tout simplement agréger les valeurs 1, 1, 1, 1, 1, par exemple ici. Pour cet algorithme, c'est une simple addition, mais il y a d'autres opérations qui peuvent s'effectuer. Et au final, en utilisant MapReduce, on a pu paralléliser notre algorithme, car nous avons fait un split, et plusieurs machines ont pu travailler chacun dans leur coin, et après regrouper les résultats pour avoir un résultat final. Grâce à cet algorithme, nous pouvons paralléliser maintenant nos données, nos calculs, et nous avons besoin d'un framework pour ce faire. Le premier framework qui a adopté cet algorithme MapReduce est Adobe. Adobe 1.0, par exemple, est un framework qui respecte 3 grandes conditions du big data. Tout d'abord, il respecte la data locality, ça veut dire qu'il va optimiser les transferts de disques et de réseaux en limitant les déplacements de données. Il va respecter la scalability, c'est-à-dire qu'il va permettre d'adapter la puissance aux besoins, donc rajouter des machines ou en enlever si nécessaire. Et embracing failure, ça veut dire qu'il doit avoir une tolérance aux pannes. Cela veut dire que si une machine ne marche plus, normalement, le calcul doit continuer et le résultat doit se faire quand même à la fin. L'architecture de Adobe se scinde en 2 parties. Nous avons tout d'abord le HDFS, Adobe Distributed File System, et MapReduce. Son langage est en Java, mais nous pouvons utiliser d'autres langages avec Adobe Streaming. Pour son architecture HDFS, c'est une architecture de stockage de données. Cela marche comme ceci. Nous avons, par exemple, un fichier, mon fichier.txt. Nous décidons de le split. Cela veut dire de découper en plusieurs parties. Ici, nous avons décidé de le découper en 3 parties, A, B, C. Et Hadoop va marcher comme ceci. Il possède tout d'abord une machine qui s'appelle le name node, qui est la machine maître et qui va tout simplement dire où chaque partie va se représenter dans les autres machines. Nous avons le secondary name node, qui est tout simplement la machine de secours au cas où le name node ne marche plus. Et en bas, nous avons les nodes esclaves, les machines esclaves qui vont tout simplement exécuter les ordres des name nodes. Par exemple, le name node va dire pour la machine 1, ce sera le split A et B qui va être pris, etc., etc. Et là, on peut voir
que ça respecte les pannes de machine, etc. Parce que si, par exemple, nous avons le data node 1 qui ne marche plus, c'est pas grave parce qu'il contenait A et B, et A et B peuvent se retrouver aussi dans le data node 2 et 3. La deuxième architecture étant l'architecture de calcul, MapReduce. Cela marche comme ceci. Nous avons un JVM client, qui sommes nous, l'utilisateur, va donner une soumission à la machine maître qui s'appelle le job tracker. Cette machine maître va tout d'abord initialiser les créations de tâches à ces machines esclaves qui sont les task trackers. Il va récupérer le nombre de splits et va dire à chaque machine quel split va-t-il devoir faire son calcul et comment le calcul va s'effectuer. Alors, Adobe 1.0 possède quelques limites. Tout d'abord, il n'utilise que MapReduce. Et c'est une limite assez forte parce que malheureusement, on n'a pas d'algorithme qui puisse tous s'écrire avec du MapReduce. On est obligé d'avoir des algorithmes un peu plus classiques et Adobe 1.0 ne l'avait pas. C'est pour ça qu'un an plus tard, lorsque les développeurs ont créé Adobe 2.0, ils ont décidé d'utiliser Yarn, Yet Another Resource Negotiator, qui est tout simplement un framework qui permet de rajouter d'autres algorithmes que MapReduce. En 2014, Spark a été créé. Spark est un framework alternatif à Hadoop. En fait, Hadoop possède des limites assez fortes et Spark a essayé de tout simplement les corriger. Tout d'abord, le problème de Hadoop, c'est qu'il travaille sur le disque dur pour la lecture, l'écriture, etc. Et c'est très lent. Nous avons des mémoires un peu plus rapides, comme par exemple la RAM. Et c'est pour ça que Spark, lui, utilise la RAM. Et en général, c'est au moins 100 fois plus rapide que sur le disque dur, ce qui est une vitesse, une augmentation de vitesse non négligeable. De plus, Spark est adapté au machine learning car il possède des packages spécialisés là-dessus, des packages SQL et MLlib. Comme ça, nous, on n'a pas à réécrire tous les algorithmes de machine learning. Spark l'a déjà fait pour nous et ses calculs sont parallélisables. Il est plus facile car il possède des abstractions RDD et DataFrame Spark. Je vais expliquer ce que c'est le RDD dans la slide suivante. Et dernièrement, c'est qu'il possède une meilleure compatibilité car il marche avec n'importe quel type de base de données, alors que Hadoop marche surtout avec des bases de données HDFS. L'architecture de Spark est le suivant. Nous avons tout d'abord le Cluster Manager qui va instancier les différents workers. Les différents workers, ce sont les machines qui vont exécuter les calculs. Les workers, eux, instancient un exécuteur qui est un logiciel qui va tout simplement faire le calcul. Et nous avons en son sein le driver qui est la machine maître qui va instancier un Spark Context et qui va tout simplement répartir les tâches pour les différents exécuteurs. Pour le RDD, cela marche comme ceci. Le RDD, c'est quoi? C'est le Resilient Distributed Dataset, qui est un objet typique de chez Spark. Un RDD est tout simplement un pointeur vers un fichier. Et il marche comme ceci. Il marche de transformation en transformation, c'est-à-dire que nous allons utiliser des fonctions qui vont transformer un RDD en un autre RDD. Et il possède la qualité de lazy evaluator, c'est-à-dire que dès que nous avons une fonction qui marche comme étant une action, nous sommes obligés de faire le calcul. Si nous avons des transformations, le RDD ne fera pas tellement le calcul, c'est qu'à la toute fin que le calcul s'effectuera et qu'on aura nos résultats. Il est résilient, pourquoi? Parce qu'il peut être régénéré à partir de ces RDD par an. Imaginons que nous avons un RDD ici qui ne marche pas, c'est pas grave. Nous avons quand même les RDD d'avant et grâce aux RDD d'avant, nous pouvons refaire la transformation pour recréer un nouvel RDD. Maintenant que nous savons que nous allons utiliser Spark, la question que nous allons nous poser pour le Big Data étant, est-ce qu'on utilise du YAS ou du PaaS? Car il y a deux façons de faire pour le Big Data. Le YAS, c'est Infrastructure as a Service. Ça veut dire que les serveurs sont totalement vierges. Cela veut dire que nous devons tout installer par nous-mêmes, donc Spark, Java, Python, Jupyter, etc. Et c'est un gros inconvénient car c'est très chronophage et c'est toujours mieux d'utiliser des services qui sont adaptés à notre projet et qui nous proposent déjà des logiciels qui sont déjà installés. Et c'est pour ça que nous avons PaaS, Platform as a Service, où les frameworks importants sont déjà installés et les pages de sécurité aussi. Et du coup, c'est plus facile de cloner ces clusters, car ce sont juste des boutons à cocher et pour le cloner. Pour le clonage, c'est très simple à faire. Et c'est pour ça que la solution PaaS a été adoptée pour ce projet avec AWS.
Donc, du coup, AWS, ça marche comment? Nous avons IAM S3 EMR. Nous allons commencer par IAM. IAM, Identity and Access Management, qui sont tout simplement des autorisations utilisateurs. Car chaque utilisateur va avoir ses propres autorisations dans l'environnement Big Data. Donc, j'ai décidé d'en créer un qui s'appelle Badis, donc voilà, c'est mon prénom. Et j'ai décidé de lui donner tout simplement les autorisations S3. Cela veut dire qu'il va avoir le droit de lire et d'écrire des données dans le S3, donc dans le stockage d'AWS. Dans le Amazon IAM, ce que nous devons faire lorsque nous avons un utilisateur, on crée des paires de clés pour sécuriser son accès. Donc, du coup, lorsqu'on veut se connecter, on lui donne les paires de clés et on lui donne sa région. Donc, j'ai décidé de prendre EU West 3, qui sont les serveurs AWS à Paris, et cela respecte le RGPD, qui est le règlement général sur la protection des données, qui est une réglementation qui nous oblige à utiliser des serveurs en Europe. Donc, du coup, ici, c'est respecté car j'utilise des serveurs à Paris, donc en France. Pour Amazon S3, c'est tout simple, c'est le Simple Storage Service. C'est un endroit où on peut tout simplement stocker nos données. Et c'est pour ça que j'ai décidé de stocker mes 22 000 images avec 131 dossiers qui sont les 131 classes. Et enfin, nous avons le Amazon EMR, Elastic Map Reduce, qui sont tout simplement les clusters à choisir. Donc, du coup, nous commençons comme ça. Lorsque nous demandons un cluster, on nous demande au départ de choisir les frameworks les plus importants. J'ai décidé de prendre TensorFlow, Spark et JupyterHub. Pourquoi TensorFlow? Car ça permet d'utiliser des modèles de classification d'images. Pour Spark, comme précisé précédemment, j'en ai besoin pour la parallélisation des données. Et JupyterHub pour tout simplement manipuler des notebooks directement chez AWS. Malheureusement, cocher des cases sur ces frameworks ne suffit pas vraiment. Il y a quelques packages qui ne seront pas installés et qu'on doit faire nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle du bootstrapping. Donc, ces packages-là ont été installés par-dessus pour que cela puisse bien fonctionner. Nous avons par exemple le package Wheel qui va accélérer l'installation des packages. Pillow, qui est une bibliothèque d'entraînement en images sur Python. Piaro, qui va lire les fichiers parquets et les convertir en data frame. Et nous avons 3 packages, Boto3, S3F et FSS-PEC, qui permettent tout simplement d'interagir avec S3. Et enfin, nous avons Matplotlib qui permet de visualiser nos données sur Python. Donc, du coup, une fois qu'on a notre cluster, on nous demande tout simplement quelle machine on va prendre. J'ai décidé de prendre une machine primaire, une machine principale et 6 machines de tâches. Alors, une machine primaire, c'est le master, c'est le maître. C'est celui qui va exécuter yarn et HDFS nameNode. Nous avons l'unité principale qui est le core, qui va exécuter HDFS data node et qui va aussi servir d'unité de tâche. Et nous avons les 6 unités de tâches que j'ai décidé de choisir, qui sont tout simplement des unités de calcul. Et j'ai décidé de prendre pour tous le M5 X large, qui sont des unités avec 4 cœurs et 16 Go de mémoire, de RAM. Une fois qu'on a nos clusters, il faut se connecter là-dessus. Car si on veut utiliser JupyterHub ou SparkUI, qui sont tout simplement des frameworks qui marchent uniquement sur AWS, nous devons nous connecter à partir de ça. Le souci étant que AWS interdit par défaut ces connexions. Et du coup, nous devons faire ces étapes pour pouvoir arriver à notre fin. Nous créons tout d'abord ce qu'on appelle une clé SSH, qui est une clé sécurisante que nous allons devoir utiliser à chaque fois que nous créons un cluster. Nous sécurisons cette clé pour que seul l'administrateur local puisse en servir. Nous autorisons un tunnel SSH avec le port 22 dans AWS. Nous nous connectons et nous établissons la connexion à SSH à partir de Bash. Et personnellement, j'utilise le navigateur Chrome, je dois utiliser un proxy. Donc, j'ai utilisé l'extension proxy pour pouvoir justement utiliser ce tunnel. Donc, du coup, une fois que j'ai utilisé ce tunnel et que mon code est opérationnel, je l'ai testé en local, nous le mettons tout simplement dans JupyterHub, sur AWS. L'avantage, c'est que nous pouvons tout simplement faire un copier-coller entre le local et le big data. Il n'y a vraiment pas trop de problème, donc du coup, c'est un grand avantage. Une fois que c'est opérationnel en local, c'est opérationnel après. Donc, du coup, nous avons ici l'aperçu de la chaîne entière de traitement avec SparkUI. SparkUI va nous afficher tout simplement toutes les étapes qui ont été faites de notre code, de notre script, du début à la fin. Donc, du coup, je vais les expliciter. Tout d'abord, nous avons ce que nous appelons le stage A,
qui va tout simplement activer les machines du cluster. Donc nous voyons que nous avons le driver qui est ajouté et les 7 exécuteurs. Du stage 0 à 2, nous convertissons les images en format binaire. Cela permet de simplifier les calculs pour l'extraction de features. Le stage 3 va extraire les features de chaque image avec un modèle de classification qui s'appelle MobileNet V2. Nous avons un stage 4 qui va être ignoré. Pourquoi? Parce que dans le stage 3, nous avons ce qu'on appelle un shuffle. Et lorsqu'on fait un shuffle, nous mettons en cache certaines données. Du coup, ça permet d'ignorer certains stages. Pour le stage 5, nous exportons ces résultats dans des formats parquet. Une fois que nous avons nos features et que nous pouvons après les charger, nous décidons après d'appliquer une ACP pour pouvoir tout simplement réduire ce nombre de features. Car le modèle MobileNet V2 va nous donner 1280 features et nous, ce qui nous intéresse, ce serait d'en avoir moins. Donc, du coup, nous allons utiliser l'ACP, l'analyse en compréhension principale, pour essayer de diminuer ces features. Donc, j'ai décidé de prendre un certain nombre de features, de composantes principales, telles qu'on puisse expliquer 80% de la variance. Donc, du coup, nous voyons aussi une répétition, ce qui est normal, car dans mon script, j'ai une boucle où je tente différentes valeurs des nombres de features, et dès que ça dépasse 80%, la boucle s'arrête et on considère que c'est le bon nombre de features à choisir. Pour le stage 56 à 63, nous appliquons tout simplement l'ACP avec le nombre de features, qui sont le nombre de features qui va expliquer 80% de la variance. Et enfin, le stage 64, c'est l'exportation de ces résultats dans d'autres formats parquets. Donc, du coup, nous avons des formats parquets pour les features classiques, les 1280, et des formats parquets pour des features réduites avec un certain nombre de features. Et à la toute fin, Spark va le faire par lui-même. Il va désactiver les machines esclaves du cluster car il voit que qu'il n'y a plus de calcul à faire. J'ai mis ici un exemple pour le stage 3. Comme je précise, le stage 3, c'est l'extraction de features avec le modèle MobileNet V2. Nous pouvons voir ici un schéma qui illustre un petit peu toutes les étapes qui ont été faites dans ce stage 3. Nous avons tout d'abord le scan binary file, tout simplement une lecture de fichiers binaires, car nous avons converti nos images en fichiers binaires, donc il doit le lire. Nous avons après le Wall Stage Code Gen, qui est une optimisation de Spark SQL. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va combiner plusieurs opérations, par exemple filter, map, etc., en une seule, pour tout simplement améliorer les performances et réduire la surcharge. Et enfin, ce que nous avons, c'est le shuffle query stage qui va réorganiser les données à partir des partitions pour se préparer à l'algorithme reduce. Donc, du coup, nous pouvons voir ici la parallélisation des calculs pour le stage 3 toujours. Nous avons 7 machines. Nous pouvons voir que les machines travaillent tous en même temps, car c'est le but de Spark, c'est de paralyser nos calculs. Et comme ça, quand on a plein de machines, ça va augmenter la vitesse de calcul. Ce qui est intéressant à voir, c'est que chaque machine possède 4 cœurs, mais on va en utiliser que 2 à chaque fois. J'imagine que c'est fait par AWS pour pas trop surcharger les machines et qu'elles ne tombent pas en panne trop rapidement. Enfin, je montre ici l'enregistrement des résultats, donc le stage 5 en format parquet, de nos features qui ont été extraites. Donc voilà, 22 000 images, 1280 features par image, et nous avons 20 parquets. Pour le nombre de composantes principales à trouver, nous voyons que nous tombons en 79. Donc du coup, nous avons 79 composantes principales qui expliquent 80% de la variance. Cet ACP a été effectué avec PySpark PySpark-ML et SQL. Et du coup, nous avons ici les résultats finaux. Nous avons ici le path, donc voilà, où chaque image est située, son label, donc voilà, abricot, etc. Ses features, les 1280 features classiques, et ses PCA features, donc les 79 features, pour chaque image. Alors, pour les machines que j'ai pris 7 exécuteurs. Je n'ai pu faire que la moitié du travail, donc 11 344 features ACP, car cela demande énormément de RAM. Quand j'ai essayé de faire pour tout, j'avais des problèmes de mémoire. Donc là, on a une problématique. Si on veut vraiment régler ces problèmes de volume de données, car dans le projet, nous n'aurons pas que 22 000 images, ça va augmenter très rapidement. Nous avons 2 solutions, soit nous augmentons le nombre de machines, ou soit nous prenons des machines plus puissantes et qui possèdent plus de mémoire. Et enfin, voilà ici un screen qui représente l'exportation des parquets sous forme des features PCA. Nous allons passer maintenant à la démonstration. Donc, nous avons le lien ici, qui va tout simplement nous montrer tous les clusters que j'avais effectués auparavant.
Et nous voyons qu'ici, le dernier cluster est celui qui en attend, donc c'est celui qui est en train de fonctionner, il est actuellement connecté. Donc, du coup, nous allons regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Nous voyons que les instances, nous avons bien 6 machines pour les tâches, etc., etc. Et nous, par exemple, si nous voulons aller sur Jupyter Hub, nous cliquons tout simplement sur ce lien. Donc, du coup, je ne vais pas le faire ici parce que j'avais préparé avant la soutenance. Nous nous retrouvons avec une page comme ça où nous avons tout simplement le code. Et dans le code, nous pouvons tout simplement, avec ce code-là, récupérer SparkUI. Donc, du coup, nous faisons pourcentage info et nous avons SparkUI. Donc, du coup, si on clique sur le lien, nous pouvons voir SparkUI avec ses exécutions, voilà, voir quelques détails sur ses jobs, sur ses stages, etc. Alors, personnellement, j'ai fait que quelques calculs ici pour la chargement des images binaires. C'est pour ça que nous avons les 3 stages. Et du coup, ça me permet de tout simplement voir les détails de chaque stage pour chaque algorithme et optimiser au besoin. Nous allons passer maintenant à la synthèse et conclusion. En synthèse, nous pouvons voir tout simplement que MapReduce a révolutionné un petit peu le big data car il permet la parallélisation des calculs dans plusieurs machines. Adobe, qui est un framework, et le premier framework qui s'est servi tout simplement de MapReduce. Nous avons aussi Spark, qui est le framework à utiliser si on veut faire du machine learning ou du data science, et c'est ce qu'on a fait actuellement. Nous avons AWS avec IAM S3 EMR qui va nous proposer un service big data que je trouve assez complet, qui nous aide beaucoup pour ce genre de problématiques. Et nous avons aussi SparkUI qui nous permet de visualiser les détails des calculs distribués. Enfin, une extraction de features et une réduction ACP fut appliquée avec Spark. Et l'enregistrement des parquets nous permet de garder ces résultats dans S3, tout simplement. Et du coup, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire après? Car mon travail était de rajouter de l'ACP. Il y a plusieurs possibilités. Nous pouvons tout simplement utiliser des modèles de classification avec nos 79 features pour tout simplement les entraîner et voir si on a des bons résultats. Nous pouvons faire des visualisations TSNE en 2D ou en 3D, comme on avait fait pour le projet 6. Ou nous pouvons aussi regarder l'amélioration des performances, se demander si 80% de la variance sera-t-il suffisant ou pas. Voilà, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Très bien, merci beaucoup. Alors, du coup, vous avez choisi le dimensionnement des instances au hasard au début? Ouais. Et MX5, vous l'avez pris aléatoirement ou c'était étudié? Vous voulez dire le nombre de machines que j'ai pris, c'est ça? Oui. Ouais. Au début, ouais, j'en avais pris 2 ou 3. Bon. Et j'ai vu que j'avais des erreurs de mémoire à chaque fois. Et en fait, AWS nous limite à 6 pour le nombre de machines de tâches. Je n'ai pas pu aller plus loin. Donc, du coup, je me suis limité à 6. Et j'ai vu qu'avec 6, je ne pouvais pas aller plus loin que 50% du nombre d'images au total. D'accord, et pour traiter toutes les images, il faut dans ce cas-là augmenter la puissance des machines. Ouais, rajouter d'autres machines ou avoir des machines un peu plus puissantes que ce que j'ai utilisé actuellement. Ouais, Okay. c'est ça. Et avec l'utilisation, du coup, tous les tests que vous avez faits, est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de savoir quel type de machine il vous faut pour traiter toutes les données? Ça dépend de comment on veut régler le problème. Soit on le fait horizontalement, soit on prend des machines plus puissantes, donc on aura besoin de moins de machines. Soit on le fait verticalement, on prend des machines, on va dire normales, mais on va en prendre plus. Donc si on considère qu'on garde les XM large 5, j'ai vu que pour 6 machines de tâches, je suis à 50% du travail. Donc je peux regarder à peu près les limites que je peux avoir. J'aurais pu tenter un peu plus haut, faire par exemple 60%, 70%. J'avais vu qu'à 70, j'ai commencé à avoir des problèmes de mémoire. Donc, du coup, voilà, on teste comme ça un peu empiriquement pour voir combien de machines on peut se permettre pour un tel nombre d'images. Ok. Oui, c'est une manière d'estimer du coup le nombre de machines qu'il faut. Après, c'est sous l'hypothèse que c'est linéaire, que ça augmente linéairement. Souvent, la RAM est linéaire plutôt.
C'est Mais vrai? c'est OK, la RAM bon, qui bah, pose problème, c'est pas la puissance de calcul. ouais, totalement. En général, c'est des problèmes de mémoire qu'on a, ouais. Ouais, si c'est des problèmes de mémoire, c'est plutôt linéaire comme problème, donc OK. heu, Donc si on a une bonne idée de combien de machines on peut avoir pour tant d'images, bah, on peut à peu près oui. voir, Mmh. combien d'images on aura pour, si on fait une estimation du nombre d'images, Ouais, après, quoi. ça, c'est possible. OK, j'avais peut-être une deuxième question, c'était par rapport à, heu, j'ai oublié la question, je l'avais sur le bout des lèvres. Prenez votre temps. Oui, est-ce qu'on peut aller sur le notebook? C'était Oui, peut-être bien sûr, bien sûr. sur les configurations, donc pour l'ouverture des ports, pouvoir utiliser SSH directement à partir de votre machine locale. C'est ça, ouais. Donc on Qu'est-ce l'a qu'il a ici. fallu faire dans votre cas? Comment? Qu'est-ce que vous avez configuré comme, Hem, Bah, j'ai utilisé tout simplement le lien, ouais. du cluster. Attendez, je vais Donc pour la connexion SSH, vous créez une oui, clé. voilà, OK. je crée une clé, oui. Bah, après je la mets dans mon PC et après je vais ici, qui va tout simplement me donner le code, enfin à utiliser, donc je le copie, après je le colle, ici, Ouais. avec la clé évidemment, qui est située dans le home, de mon PC et du Mmh. coup, ben, en faisant ça, on a ce qu'on veut. Par contre, j'ai changé un peu le port aussi, je l'ai mis à 8100 parce que mettre à port 22, il a un port 22 si on dit rien, ça marche pas. Donc il faut Bah, mettre un je port, pense que le port 22, c'est un port qui est déjà utilisé, c'est pour ça que ça marche pas. OK, OK. Bah, du coup, j'ai décidé de prendre un port un peu plus élevé. En général, ça marche bien avec des ports, assez OK. élevés. J'ai pris 8000, du coup, je me connecte avec ça. Après, on me demande si oui ou non on veut se connecter. On obtient ça et après on utilise une extension qui est celui-là, qui va tout simplement, reconnaître, ce proxy, ce tunnel SSH dans mon navigateur, Chrome. Du coup, on Mmh. l'active pour 8157 et en faisant ça, bah, après la connexion, s'effectue. OK, OK. Donc concrètement, le tunnel, il fait une liaison entre le port, de la machine distante et la machine locale, qui vous Exactement. permet de manipuler directement la machine distante à partir de la machine locale. OK, OK, très bien. Bah, je pense qu'on peut s'arrêter là. Moi, j'ai pas d'autres questions. Ça marche. Bah, merci beaucoup en tout